Et la lisibilité de l'espace, par exemple, c'est tout un travail sur la qualité de l'air, sur les contrastes, sur la lumière et sur la couleur. Et de travailler la stratégie de la couleur comme impact de ta marque, c'est aussi ancrer tout ce qui est autour de l'appropriation, du sentiment d'appartenance, de la visibilité de la marque. Donc ça veut dire que tu travailles sur des repères. Mais si ton espace est lisible, tu sais que si tu rentres dans ton espace bibliothèque que j'évoquais tout à l'heure, tu peux y rentrer parce que tu as juste besoin de te reconcentrer et de te mettre un peu en retrait des autres. Bonjour et bienvenue dans Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je reçois aujourd'hui Frédéric Sauvageau. Bonjour Frédéric. Bonjour Sarah. Alors aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'échanger ensemble sur ce sujet passionnant de l'expérience collaborateur. Alors pour mettre un peu les auditeurs dans la confidence plutôt, je vais lire un petit peu ta bio. Donc en gros, aujourd'hui, tu es directrice de la QVT du domaine immobilier et des espaces de travail dans une entreprise française de télécommunications qui compte plus de 130 000 salariés dans le monde, dont à peu près la moitié en France. Tu as commencé par des études d'histoire de l'art, d'archéologie, d'anthropologie, puis évolué vers des rôles de responsable des services généraux et de gestion de grands projets immobiliers. Et après 10 ans en tant que consultante, tu as rejoint il y a 7 ans la direction immobilier du groupe. Et depuis 2 ans, tu évolues au sein de la DRH, du coup, où tu accompagnes la réflexion sur la qualité de vie et les conditions de travail. Ton rôle consiste à concevoir des environnements de travail régénérateurs, conciliant à la fois bien-être holistique et performance humaine, en veillant à une approche inclusive qui prend en compte le bien-être mental, social et physique des salariés. Le concept de source de Peter John Koenig, popularisé par ce livre que je vous montre à mettre entre toutes les mains. Donc le livre de Stéphane, alors pardon si je l'écorche, Meckelbach, je pense, te correspond bien. Tu assembles intuitivement des idées, tu connectes des concepts, des personnes, et sans nécessairement en revendiquer la propriété, d'où le concept de source. C'est souvent simple. En général, lorsqu'un projet aboutit, on se dit oh, bah, super, quand on regarde dans l'autre vision, bon, bah oui, c'était super, c'était facile en fait. Et pourtant, ça demande évidemment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'accompagnement, de réalisation, de l'engagement et l'acceptation justement que l'appropriation soit parfois un peu différente de l'idée et du concept que tu avais apporté au départ. Je m'inscris complètement dans cette vision. Tu aimes contribuer à des réflexions communes. Du coup, tu travailles aussi avec des enseignants-chercheurs ou des pairs d'autres entreprises. Pour toi, c'est une ouverture essentielle à ton mode de fonctionnement qui te permet de puiser ce qui pourrait correspondre à la culture de ton entreprise. Donc, tu vas le chercher ailleurs et tu le ramènes. Tu fais des connexions entre des choses qui n'en ont au départ peut-être pas nécessairement. Les sciences sociales, les neurosciences, l'anthropologie évidemment sont des sources d'inspiration pour toi qui enrichissent ton approche de l'immobilier. Tu es attaché à l'équité et à la place des plus sensibles dans la société, à l'école, à l'université et dans le monde de l'entreprise. Et ton regard critique t'amène à approfondir des affirmations parfois un peu trop rapides à ton goût, tant dans ta vie personnelle que professionnelle d'ailleurs, où pour toi une compréhension meilleure de l'humain est essentielle, au-delà des simples normes et standards techniques. C'est bien toi. Je te vois me regarder avec des yeux comme ça. Je ne me trompe pas de bio, c'est bien la tienne. Je pense que personne n'avait fait une biographie comme ça. Merci Sarah. Avec plaisir, mais je n'ai pas menti. Tout ce que j'ai dit est vrai ou pas? C'est assez juste. Bon, c'est juste. Pas de fausse humilité. Accepte. Comment on se connaît? Donc nous, moi je suis certifiée d'une méthode Yogist Well at Work, qui est une méthode corporelle pour la prévention des troubles musculo-squelettiques et la gestion du stress. Et au dernier séminaire Yogist, tu faisais partie des invités à une table ronde. Et quand je t'ai entendue, je t'ai trouvée tout à fait passionnante, donc complètement en lien avec ce que je viens de dire. Et c'est comme ça que j'ai eu l'envie de t'inviter à témoigner autour du sujet de l'expérience collaborateur. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. On a un rituel dans Résonance. Je t'invite à piocher une carte mystère. C'est la couleur de l'espérance. Couleur de l'espérance, exactement. Intéressant. Le génie de la lampe se présente devant toi. Quels sont tes 3 vœux pour l'humanité? Pour l'humanité, un monde plus inclusif qui intègre l'ensemble des personnalités et que cette intégration en fait devienne la norme et qu'on n'ait plus besoin de se
poser la question de pourquoi on l'a fait, c'est-à-dire que pour moi, il faut aborder les thématiques et les sujets sous l'angle thématique et sujet, et non pas en fonction des personnes à proprement parler. Donc, premier vœu, oui. Plus inclusif. Tu as le droit à 3, tu as une baguette magique. J'ai le droit à 3 vœux. Le deuxième vœu, c'est une meilleure compréhension de l'humain, en fait, dans les interactions sociales. Je pense qu'on est à une période où tout change très vite. En fait, il y a une vraie accélération. Et pourtant, le capital humain, c'est ce qui fera en fait la réussite de ces transformations. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas perdre de vue le capital humain. Mmh. Et un troisième vœu, là, je vais commencer à réfléchir quand on a beaucoup un de peu pouvoir plus, comme ça, tout d'un coup. Oui, et j'ai pas l'habitude. Un troisième vœu, c'est certainement un changement d'état d'esprit, puisque je suis quand même dans un domaine d'activité qui est en lien avec l'espace, avec l'environnement de travail, avec bien sûr les salariés qui vont être et vivre dans ces lieux. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de changer l'état d'esprit de ceux qui accompagnent les projets. Un besoin de formation et de compréhension en fait des biais cognitifs, on en a tous, de façon à pouvoir penser en fait les modèles autrement et concevoir autrement. Ça peut être un troisième vœu. Je prends. Merci pour tes bons vœux. J'espère qu'ils vont s'exaucer en tout cas. Donc là, on est dans l'expérience collaborateur. Ta définition, toi, de l'expérience collaborateur? L'expérience collaborateur, ça va être les interactions entre les personnes, ça va être la perception et le ressenti des collaborateurs, sachant que l'expérience collaborateur, elle démarre au moment où tu commences à envisager de postuler. Elle se poursuit au moment de l'arrivée, donc du onboarding, et tout au long de la vie professionnelle et jusqu'à ton départ éventuel de l'entreprise, et donc du offboarding. Ça passe par des moments de vie dans l'entreprise et comment l'entreprise t'accompagne, quels sont les services, comment tu te réalises, comment tu as du plaisir à travailler. Et comment tu trouves ton identité au travers l'expérience qui t'est proposée. Donc c'est un peu tout ça pour moi, l'expérience collaborateur. Juste dans l'identité, qu'est-ce que tu mets derrière? L'identité, ça va être un trait d'union entre le contrat de travail et le contrat psychologique. Et donc, c'est toutes les promesses que le salarié fait à son employeur, mais que l'employeur fait aux salariés, et comment tout ça va correspondre en fait à tes croyances, à ta culture, à tes valeurs, et à un alignement finalement des planètes. J'ai dit dans ta bio que tu avais fait des études d'anthropologie. Quel lien, toi, tu ferais entre justement ta formation en anthropologie et ton métier d'aujourd'hui? En fait, il y a beaucoup de similitudes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ces études, en fait, je m'en rends compte avec le recul. Au départ, c'est pas forcément perceptible comme ça, mais je pense que ça me donne un regard peut-être un peu différent. Je m'attache à comprendre les cultures, différentes cultures entre différentes équipes, à mieux comprendre la valeur et les besoins des collaborateurs, donc un principe d'écoute, et d'écoute active, pas écoute en ayant déjà la réponse à ce que tu es censé écouter, mais une vraie attention aux autres, une approche systémique, et donc ça rejoint une vision assez globale. J'ai une tendance à être assez analytique, à avoir un esprit effectivement peut-être plus académique, qui est moins courant parfois en entreprise. J'aime aller au fond des choses et essayer de comprendre plus les causes profondes que ce qui semble être évident.
J'ai peut-être tendance aussi, et c'est peut-être lié à l'esprit critique que tu évoquais tout à l'heure, finalement, je prends jamais comme argent comptant ce qu'on m'affirme avec beaucoup de force, et j'ai cette capacité à essayer de comprendre et à mettre effectivement en relation ou en perspective des éléments qui au premier abord ne sont pas ceux à quoi on pense, et c'est certainement pour ça aussi que j'aime bien ce regard croisé de différentes disciplines qui permettent finalement d'atteindre un objectif. Alors si je donne des exemples peut-être un peu concrets, il y a ne serait-ce la notion de la tribu. La tribu, c'est ce groupe de personnes qui va trouver des modes et des codes communs. Et pour avoir ces codes communs, ça permet d'écrire une histoire commune. Et ça, c'est des éléments qu'on retrouve très facilement dans nos organisations. Et donc, pour ça, il faut comprendre les organisations. Ça va être le sujet de la territorialité. La territorialité, c'est tout ce qui va permettre le sentiment d'appartenance, le sentiment d'ancrage, et c'est ce qui va permettre les rites. Et finalement, l'expérience salariée, collaborateur, elle est rythmée de rites tout au long de la vie professionnelle. Et c'est au travers les rites individuels et les rites collectifs qu'on va écrire cette histoire commune. Et donc, il ne s'agit pas de juste mettre des individus côte à côte pour créer cette tribu. Et donc, cette compréhension des croyances est ce qui fait en fait que tu vas avoir des rites tacites que tu envoies aux autres. Par exemple, Frédéric s'installe toujours à la même position de travail alors qu'on est en mutualisation, en partage de position. Quelque part, Frédéric t'envoie le message de façon tacite que c'est sa place. Et petit à petit, tu as le murmure des autres collègues qui disent c'est la place de Frédéric. Mais c'est pas la place de Frédéric puisque nous sommes en mutualisation, en flex office, en partage de position. Donc voilà, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'au travers le message qui est envoyé, quelque part, il y a des indicateurs et des signaux faibles qu'il faut accompagner, peut-être dans les règles de vie. Les règles de vie, quelque part, ces principes-là, on retrouve des notions dans l'anthropologie, dans l'ethnologie, dans les sciences sociales, qui peuvent accompagner ces besoins fondamentaux qui sont juste des besoins humains. Ouais, donc tu vas vraiment en profondeur, effectivement, c'est ça que j'entends. Alors, j'en fais pas forcément étalage, même si je ne m'en cache pas. Mais en tout cas, moi personnellement, ça m'aide beaucoup. Et parfois, je pense qu'on gagnerait à avoir un peu tous ces notions de sociologie, d'anthropologie, pour mieux comprendre finalement ceux qui nous entourent. Alors que je vais faire un comparatif, c'est que on s'attache beaucoup, par exemple, et je trouve que c'est bien, mais à travailler sur la communication non violente. Donc la communication non violente, pour mieux comprendre la communication de l'autre, ou par exemple process communication aussi, qu'on utilise beaucoup en entreprise. Et donc en comprenant mieux la communication de l'autre et en comprenant ta propre communication, tu arrives à trouver les modes de communication qui vont faire le lien entre les deux. Pourquoi pas avoir un peu plus ces notions d'anthropologie, par exemple. Chez Xelia, effectivement, on initie tous les collaborateurs à la communication non violente pour se dire qu'on a le même terrain de jeu et qu'on a un peu les mêmes règles pour fonctionner. Et on voit que c'est pas si évident parce qu'effectivement, il y a beaucoup de croyances les uns sur les autres, beaucoup d'interprétations, beaucoup de non-dits, et que c'est pas si évident d'être en mode en curiosité de l'autre, en curiosité positive de comment il fonctionne, qu'est-ce qui l'anime, quels sont ses boutons rouges, ses boutons verts. C'est vrai que c'est des choses vraiment... mais je trouve qu'il y a vraiment cet esprit de curiosité de l'autre déjà au départ, de curiosité avec des yeux vraiment un peu d'enfant, je me laisse traverser par qui est l'autre. Aujourd'hui, c'est quoi les principaux obstacles pour toi pour améliorer la qualité de vie au travail encore ? Alors, ce que j'observe, c'est qu'il y a une multitude de transformations, des transformations qui s'accélèrent. Alors, elles ne sont pas forcément toutes nouvelles, mais en fait, un des changements à l'heure actuelle et qui a quand même un impact sur la qualité de vie et conditions de travail, c'est que ces multi-transformations est
à peine une transformation, comme on dit, qui n'est pas encore complètement sèche, qu'une nouvelle arrive, et très souvent concerne les mêmes personnes. Donc il y a un vrai sujet autour du sens que tu donnes. Et le sens, ça se décrète pas, en fait, ça s'explique. Donc, on ne peut pas justifier les transformations avec juste imaginer un sens. Il faut vraiment l'expliquer. Pourquoi il faut l'expliquer? Parce que l'explication va permettre la communication, va permettre l'adhésion, et la communication, c'est pas juste de l'information, c'est un échange réel entre les deux parties, donc entreprise et salariés, et c'est un partage. Et c'est ce partage qui va faciliter la compréhension et l'adhésion, mais ça veut dire qu'il faut l'accompagner. Et cet accompagnement, en fait, il est nécessaire parce que il n'y a pas de petite transformation. Et toute transformation a un impact humain. Donc c'est là où, par exemple, en termes de qualité de vie au travail, un meilleur travail, j'allais dire fusionnel, ou hybride, utilisons un mot qu'on utilise de plus en plus, mais qui est réel, entre les fonctions RH, prévention, médecin du travail, psychologue du travail, assistante sociale et équipe projet immobilière, par exemple, fait tout son sens. Alors que finalement, on a encore trop tendance à travailler en silo. Donc, il y a les enjeux humains, des recommandations qui sont faites par exemple par un groupe pluridisciplinaire, donc composé de médecins, assistantes sociales, psychologues du travail, préventeurs. Et puis la direction doit faire des actions en lien avec ces recommandations. Comment tu les suis? Mais tu sens que c'est encore trop un poids, alors que finalement, si on prenait beaucoup plus ce temps de l'analyse des impacts humains, c'est une facilitation pour la réussite du projet et c'est pas un frein. Et donc ces impacts humains sont nécessaires en fait à mieux analyser, à mieux accompagner. Et ça, c'est quand même l'essence même de la prévention primaire, secondaire, de la qualité de vie au travail. Et c'est ce qui va permettre en fait aux salariés d'être accompagnés. Et l'accompagnement en fait des transformations nécessite du temps, et actuellement en fait les salariés n'ont plus le temps d'avoir ce temps de transformation et d'accompagnement, et donc le temps de l'appropriation. Et donc là aussi la transformation va pas se décréter. T'es pas d'un coup d'une façon et le lendemain tu seras d'une autre. Ça nécessite de l'appropriation, mais pour avoir de l'appropriation, quelque part tu dois participer. Et donc c'est tout ce sujet de la co-construction sur lequel, sur beaucoup de programmes de transformation, même si on prend les projets immobiliers, je trouve qu'on avait fait beaucoup d'efforts depuis quelques années. Le risque actuel, c'est que en voulant aller trop vite, en fait, on laisse pas le temps à l'humain. Et là aussi, on retrouve des sources dans la sociologie, dans l'anthropologie. Bien sûr que l'humain sait s'adapter au changement, mais il lui faut du temps. Et d'ailleurs, c'est Boris Cyrulnik qui nous alertait au moment de la période pandémique, par exemple, en disant que selon le temps de la pandémie, notre cerveau serait durablement ou pas transformé. Je trouve que cette alerte-là, alors on verra dans quelques années ce que ça donne, mais c'est pas du tout une prédiction. En fait, finalement, ça nous remet face à la réalité des choses et face à la réalité de l'humain. Et le temps de l'entreprise à l'heure actuelle, c'est un peu le risque qu'on prend. C'est est-ce qu'il prend ce temps d'accompagner l'humain, et est-ce qu'il a le temps suffisant pour l'humain, alors que le capital humain, c'est aussi la réussite de l'entreprise. Donc voilà ce que je vois comme risque et comme indicateur d'attention par rapport à la qualité de vie au travail qui est un incontournable en fait. C'est pas la couche de plus qu'on rajoute. Oui. C'est vrai que il y a quelque chose autour du temps, je pense. On le sent dans toutes les sphères de notre vie. On court après le temps, on n'a jamais le temps. Là, l'intelligence artificielle nous dit on va gagner du temps.
Mais du coup, pourquoi faire? Pour aller pour aller plus vite, pour faire plus de choses, pour être encore plus débordé. Alors qu'on pourrait se dire, l'intelligence artificielle va nous faire gagner du temps sur des choses peut-être à plus faible valeur ajoutée, mais va nous faire gagner du temps pour autre chose, pour des liens, pour passer du temps avec des gens, pour échanger avec des gens. Alors que là, ça nous fait gagner du temps pour remplir encore un peu plus. Donc, cette notion du temps, je trouve qu'elle est très prégnante dans toutes les sphères de notre vie, mais bien sûr en entreprise. Donc, le temps d'intégration des collaborateurs lors des transfos et des différentes étapes, sachant que même on n'a pas tous le même rythme individuellement. Donc, en plus, c'est d'autant plus capacité d'absorption. Bien sûr, donc c'est d'autant plus compliqué collectivement que individuellement au sein de ce collectif, on n'a déjà pas tous le même rythme. Donc, j'entends effectivement que cette notion du temps. Selon toi, du coup, quelle est la clé pour un environnement de travail dans lequel, imaginons, tous les collaborateurs pourraient s'épanouir pleinement? Alors, déjà, la conception de l'environnement de travail, il faut qu'elle soit facilitante pour tous, dans un parcours qui soit fluide, qui permettent à la fois de créer du lien, hein, le lieu crée le lien, de créer des interactions, de pouvoir s'y épanouir, de pouvoir s'y ancrer, de pouvoir s'approprier les éléments. Donc le parcours doit être fluide et sans obstacle. Alors c'est là où une des clés est quand même ce que j'évoquais tout à l'heure avec le changement d'état d'esprit et l'acceptation que il faut travailler les sujets mais pas les groupes de population. Ça c'est une vraie erreur. Il y a un vrai sujet sur la perception et le ressenti et comment finalement c'est l'environnement qui ne doit pas aller créer des obstacles à des personnes qui ont par exemple des incapacités sensorielles ou physiques, et comment en fait au contraire l'environnement doit être fluide pour tous, parce que la différence et l'handicap notamment est un vrai sujet de société. On sent que petit à petit, il est un peu mieux accompagné à l'école, dans les universités. D'ailleurs, il y a un schéma directeur handicap qui existe, hein, comme nous avons des schémas directeurs immobiliers. Si ces schémas directeurs handicap existent et ils commencent seulement à porter un peu leurs fruits, ça veut dire qu'un certain nombre d'étudiants en reconnaissance handicap arrivent sur le marché du travail et arriveront sur le marché du travail avec des notions dans les recrutements de Bac+4, Bac+5. Et pour autant, en termes de management, ils auront certainement besoin d'un management plus adapté à leurs spécificités individuelles. Et donc, ça veut dire que dans les schémas directeurs immobiliers, il faut vraiment anticiper tout ce qui est autour des sujets de l'accessibilité, de l'inclusion et de l'intégration de l'ensemble des personnalités qui représentent l'entreprise. Ça, je pense que c'est un vrai sujet et une vraie clé pour faciliter. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers un design beaucoup plus inclusif et que finalement, partir de la sensibilité ou des besoins des plus sensibles ou de ceux qui ont le plus besoin permettra en fait de répondre aux besoins des plus grands nombres. Je prends parfois l'exemple des distributeurs ou des espaces cafés qui sont dit que ce sont les lieux de la sociabilité, les lieux du lien, et combien d'espaces finalement ne sont réellement accessibles qu'en partie. Alors parfois c'est accessible si tu es en fauteuil roulant. Par contre, c'est accessible que jusqu'à l'espace parce que tu n'es pas autonome pour prendre ton café, tu n'es pas autonome pour atteindre le monnayeur. Alors que si on décidait que la norme était de mettre tous ces éléments à 130 cm, tu ne te poses plus la question de pour quel pourcentage de personnes tu le fais, ça devient la norme. Et donc si ça devient la norme, il arrive un moment où tu n'y penses plus, c'est de fait, c'est comme ça. Donc il faut avoir en mémoire par exemple la souris d'ordinateur qu'on utilise tous quasiment au quotidien.
à la base, elle a été créée pour des personnes qui avaient une spécificité. En l'imaginant pour une personne qui avait une spécificité, on se rend compte que maintenant, c'est devenu un usage général qui facilite l'usage de l'ordinateur pour un plus grand nombre de personnes. Et on ne se pose plus la question de savoir qu'elle avait été créée pour une spécificité individuelle. Donc voilà, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et dans cette conception d'espace, en fait, on pourrait se poser beaucoup plus de questions de comment les imaginer autrement. Je crois qu'on évoquera tout à l'heure les marqueurs sensoriels, mais par exemple, dans les marqueurs sensoriels, il y a le sujet de la couleur. Si tu as le souci en fait de la fonctionnalité de l'espace, tu vas pas y mettre n'importe quelle couleur. Par exemple, la couleur beige va être une couleur qu'on retrouve, là par exemple le bois de la table, le liège. C'est une couleur qui est reconnue comme apaisante, par exemple pour les personnes qui sont neuroatypiques. Si tu mets du vert, le vert avec le beige, le vert va permettre une meilleure concentration. Donc si tu viens dans un espace pour te concentrer pour un travail individuel, ça va être propice à cette concentration. Mais si tu vas dans ce même espace parce que tu recherches un alignement avec toi-même, à baisser ta charge mentale, en fait, le vert va permettre l'apaisement. Mais si à contrario, tu mets une autre couleur ou un visuel qui, au contraire, va te stimuler, et d'un point de vue neuronal, tu vas être stimulé, si tu venais chercher de l'apaisement, de la concentration et que, par exemple, tu rentres dans un lieu qui s'appelle bibliothèque, la couleur vive ou le visuel avec la trompette, la fête, va peut-être permettre à la personne qui voulait se concentrer, elle ne va pas prêter attention parce qu'elle n'a pas de spécificité ou de besoin particulier, elle va quand même arriver à se concentrer. Mais par contre, celle qui rentre dans cette fonctionnalité de bibliothèque pour pouvoir baisser sa charge mentale ou se retrouver à un moment donné dans sa bulle pour mieux retourner en interaction avec les autres après, elle ne trouvera pas cet apaisement. Donc cette notion-là, en fait, est intéressante aussi pour faciliter l'usage, en fait, de chacun et de tous dans le bâtiment. Il y a plein de notions différentes dans les aménagements qui permettraient de mieux contribuer, mais ça veut dire que pour ça, il faut le faire en conscience. Donc quelque part, pour avoir la conscience des choses, à un moment donné, il faut un peu de pédagogie, il faut un peu de formation, et juste l'envie parfois ne suffit pas. Il faut déjà s'y intéresser. Exactement. Pour commencer, c'est le prérequis et ensuite ça peut donner lieu effectivement à d'autres actions. Justement, tu en parlais, le modèle Flex Office, qui est le modèle de ton entreprise, donc comme de pas mal d'entreprises, avec des marqueurs sensoriels et ton approche intégrée finalement. En quoi pour toi ça contribue à l'expérience collaborateur, notamment où tu travailles, mais globalement. Et je voudrais peut-être que tu développes justement, parce que j'entends que tu as développé à la fois, tu parles du handicap physique, mais aussi, alors pas ce qui ne sont pas des handicaps, mais en tout cas des spécificités comme les neuroatypiques que tu as évoquées, notamment avec la colorométrie. Donc voilà. Alors, déjà, je vais juste faire un petit aparté. C'est en fait la conception. Elle est autour d'une démarche différenciée qui prend en compte effectivement l'humain au travers la perception et le ressenti. Et par exemple, la perception auditive, on va y revenir après, ça prend en compte la technique, donc au travers une analyse qualitative et quantitative du bâtiment, et ça prend en compte l'organisation. Donc cette notion en fait de démarche différenciée, elle est importante. Pourquoi ? Parce que notamment dans le déploiement des environnements dynamiques ou du flex office, en fait, on est dans une ouverture. Donc effectivement, on peut le voir comme un moins. J'ai moins de positions individuelles de travail que de salariés. Mais en fait, on peut le voir aussi comme un plus. En fait, ça donne beaucoup plus de choix à partir du moment où la conception va répondre à un certain nombre de besoins. Et notamment, au travers de cette réflexion que j'ai effectivement poussée
de la perception donc, du parcours sonore, c'est l'organisation spatiale en 3 espaces sonores. On aurait pu imaginer plus, mais déjà 3, pour ceux qui conçoivent, c'est un sujet. Pourquoi 3 espaces sonores? Parce qu'en fait, le bruit est souvent perçu dans un espace tertiaire comme une nuisance, là où dans les codes de l'hôtellerie, il est plutôt perçu comme une ambiance. Donc l'idée, ça va être au travers de cette démarche différenciée de donner un aspect positif du son. Et comment répondre à un aspect positif du son? En fait, il est intéressant de s'intéresser à la perception auditive des plus sensibles. Cette perception auditive, en fait, on se rend compte que on peut la relier avec le domaine de la psychoacoustique. La psychoacoustique, en fait, c'est le croisement entre la perception et le ressenti individuel au bruit, qui est de l'ordre de la psychologie, et puis la mesure du bruit, qui est de l'ordre, la mesure physique du bruit, qui est de l'ordre de l'acoustique. Et en fait, juste s'intéresser à l'acoustique pour la performance d'ambiance est une réponse de solution technique, mais qui va ne répondre qu'en fait à environ que 30% des besoins. Et même si on est tout à fait en lien avec un certain nombre de normes réglementaires. Par contre, s'intéresser aux 70% restants, ce qui est bien sûr beaucoup, c'est s'intéresser à la façon dont chacun va percevoir le bruit. Et en fait, il y a toujours des causes objectives et des causes subjectives. Donc les causes objectives, ça va être par exemple des sujets d'ergonomie auxquels tu peux répondre assez facilement. Ça va être des sujets de nuisance sonore parce que la voix est audible. Donc tu peux répondre aussi avec des solutions techniques. Mais il va y avoir des causes aussi subjectives. Et les causes subjectives, ça va être par exemple un changement de managérial, ça va être des transformations d'organisation spatiale que tu vis moins parce que tu es plutôt introverti, tu as l'impression que tu es exposé au regard des autres, ou parce que tu es plus sensible au bruit et que tu retrouves pas forcément l'espace qui va te permettre en fait de répondre à ton besoin fonctionnel. Donc en fait, tu t'intéresses aux besoins individuels qui est fonctionnel, psychologique, psychique parfois. Et tu as un dernier point qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que tu es dans un espace qui est beaucoup trop silencieux, donc tu as l'impression qu'il n'est pas confidentiel parce que c'est tellement silencieux qu'on peut entendre ce que tu dis. Donc il y a le manque de confidentialité. Et cet espace trop silencieux, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail inversé, parce qu'en fait, la gêne va provenir du manque de bruit. Donc c'est vrai que c'est difficile dans la conception de ménager un peu la chèvre, qui est ce besoin de sociabilité dans les espaces ouverts, et puis le chou qui est plutôt ce besoin en fait de silence. Et comment tu arrives à faire répondre à l'ensemble des besoins? Ben justement, dans l'environnement dynamique, une des conceptions qui fonctionne bien, c'est d'avoir suffisamment d'espace. Suffisamment d'espace, ça veut dire que quand tu es dans tes 3 bases sonores, tu vas réfléchir à l'interfonctionnement entre les espaces. Et par exemple, si tu t'intéresses au fonctionnement de quelqu'un, par exemple, qui a un trouble du spectre de l'autisme, il y a la réflexion du besoin d'ordonnancement logique. L'ordonnancement logique, c'est de ne pas passer d'un espace très vivant, dynamique et sonore qui peut être ta place du village, qui peut être ton espace café, à directement l'espace de concentration individuelle de travail. Tu vas mettre des paliers. C'est un peu les sas de décompression. Et ces paliers, ça peut être des bulles, ça peut être des salles de réunion, et qui bien sûr ne vont pas s'ouvrir directement sur les espaces de concentration, sinon ça aurait plus de sens, mais vont s'ouvrir plutôt vers les espaces plutôt place du village, café. Ça veut dire que dans ton organisation spatiale de plateau, il y a des espaces que tu vas plutôt positionner à proximité des sorties d'ascenseur, ça fait des places de village, et puis des espaces que tu vas mettre plutôt en fond de plateau, par exemple, en fonction bien sûr de tes potentialités et contraintes techniques de bâtiment, mais tes configurations, mais plutôt au fond du plateau. Autre point,
Ce qui est intéressant aussi, c'est le travail sur les flux. On l'a bien vu avec la période pandémique, il fallait séparer les flux, ça posait pas mal de difficultés. Cette réflexion sur la séparation des flux est intéressante aussi à avoir pour répondre à l'ensemble des personnalités. C'est des besoins de contrôlabilité. Si j'ai la possibilité et le choix de pouvoir choisir l'espace qui correspond le mieux à mon acceptation sonore du moment, finalement, j'ai la contrôlabilité de l'espace et je ne subis pas la voix de mes collègues qui travaillent à côté de moi et qui sont en interaction alors qu'ils sont peut-être dans l'espace silence. Donc, il y a ce sujet de comportement. Et puis, il y a aussi un sujet qui est quand même assez essentiel, c'est qu'il faut pouvoir lire l'espace. Et la lisibilité de l'espace, par exemple, c'est tout un travail sur la qualité de l'air, sur les contrastes, sur la lumière et sur la couleur. Et de travailler la stratégie de la couleur comme impact de ta marque, c'est aussi ancrer tout ce qui est autour de l'appropriation, du sentiment d'appartenance, de la visibilité de la marque. Donc ça veut dire que tu travailles sur des repères. Si ton espace est lisible, tu sais que si tu rentres dans ton espace bibliothèque que j'évoquais tout à l'heure, tu peux y rentrer parce que tu as juste besoin de te reconcentrer et de te mettre un peu en retrait des autres. Si tu vas dans l'espace plutôt café, ça veut dire que tu as envie d'être avec les autres. Et donc ça aussi, par exemple, c'est très intéressant dans le thème de l'organisation d'entretien. Si je connais mieux les personnalités, les besoins de mes collaborateurs, peut-être que la personne très extravertie, je vais l'inviter à un échange au point café parce qu'en fait, elle va être dans son élément. Et là, en fait, je vais avoir une discussion approfondie avec elle. Je vais en tirer le meilleur parti parce qu'elle sera dans son élément. Si j'ai une personne qui est beaucoup plus introvertie ou qui a un trouble du spectre de l'autisme, qui est dyspraxique, je vais plutôt l'inviter pour la même typologie d'échange dans une bulle un peu informelle et puis pas forcément table de réunion classique, mais peut-être avec un canapé, un siège bas, une table basse. Je vais la mettre en confort par rapport à l'échange, mais aussi dans le confort par rapport à son besoin de bulle, parce qu'elle s'exprimera beaucoup mieux et j'en tirerai le meilleur parti de cet échange, parce que je l'aurais mis dans les bonnes conditions et l'espace, en fait, a réellement un impact réel sur la façon d'interagir avec l'autre. Et donc, en fait, c'est toute cette réflexion qui peut paraître peut-être complexe à chacun, enfin à certains, parce que la question s'est pas posée, et qui finalement a des repères et en termes de conception, en termes d'aménagement, de space planning, est très facile à réaliser et ça coûte rien, ça coûte pas plus cher si tu l'as anticipé. Alors bien sûr, quand je parle par exemple de la lumière, on peut imaginer que des graduations de lumière sont intéressantes pour ces profils. Bon, c'est sûr que la graduation de lumière, on sait bien que ça coûte un peu plus cher que d'avoir le bouton on-off. Par contre, finalement, c'est quoi le coût au regard de l'engagement, de ce fameux contrat psychologique que j'évoquais tout à l'heure, et de la fluidité d'un parcours et d'un bien-être sur le lieu de travail. Voilà, ça peut être questionné, et si c'est anticipé, finalement, on va se rendre compte que ça va répondre aussi à d'autres besoins. Si tu n'as pas de spécificité individuelle, mais qu'à un moment donné, tu as mal à la tête, peut-être que d'être dans une ambiance un peu plus tamisée va t'aider à faire passer ton mal de tête au-delà d'un Doliprane, alors que tu n'as pas forcément un besoin particulier lié à un handicap, mais c'est ton besoin du moment. Donc, tu as répondu à une de mes questions parce qu'évidemment, ça me brûlait les lèvres de te demander, mais là, ça m'a l'air quand même très, très poussé. Combien ça coûte tout ça? Donc, visiblement, si c'est anticipé, pas nécessairement beaucoup plus cher. C'est ça que j'entends. Et l'autre question que je me pose, et peut-être que justement, les réflexions que tu évoques prennent aussi ça en compte, c'est que, je l'ai vu quand même avec plusieurs invités du podcast, c'est que les gens finalement se disent, chez moi, je travaille beaucoup mieux concrètement. Et donc, les entreprises ont quand même des difficultés à faire revenir les collaborateurs sur le lieu de travail. Et donc, peut-être que réfléchir effectivement à des espaces différents
de collaboration, bon, aussi évidemment de travail en solitaire si c'est nécessaire, mais sachant qu'on peut quand même ça bien le faire chez soi, peut-être de recréer des ambiances qui donnent aussi envie aux collaborateurs de venir dans les entreprises parce qu'ils savent qu'il y a ces espaces et que finalement, pour collaborer, pour la convivialité, ben en fait, c'est vraiment approprié. Est-ce que ça joue? Est-ce que... Alors, en fait, l'espace de l'environnement de travail, c'est pas un espace spatial, c'est un espace social et humain. Et donc, il y a un vrai sujet sur le rôle du bureau. Alors, on en parlait déjà en 2019-2020. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment résolu le sujet. Dans ce développement qui se fait beaucoup du flex office ou de l'environnement dynamique est quand même lié bien sûr à des enjeux économiques, environnementaux, le fait qu'on soit plus dans un mode de travail distribué, à la fois à distance, à la fois physique. Bien sûr, il y a beaucoup moins de collaborateurs en présentiel et donc ça peut être senti à marche forcée par les entreprises. C'est pas forcément la solution d'aménagement qui perdurera dans le temps. J'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, c'est celle qui semble répondre à un plus grand nombre de pluralités et de défis actuels. Donc certes, elle ne doit pas être conçue n'importe comment, mais surtout, en fait, et c'est une question d'organisation de travail. C'est finalement pourquoi je viens sur site et de quelles ressources j'ai besoin et quels sont les espaces qui vont répondre à ces différents besoins. Donc oui, le sujet de ce besoin et de répondre à des besoins à la fois d'organisation et de ressources de travail est essentiel. Et c'est là où on pourrait tenter d'une forme de standardisation qui serait, de mon point de vue, une erreur. Parce qu'en fait, la standardisation ne permettra pas de répondre à une multitude de besoins. Et pour autant, si à un moment donné, je n'ai pas l'usage facilitant des espaces sur mon lieu de travail, que ce soit parce que j'ai une spécificité individuelle avec ou sans reconnaissance en handicap, donc RQTH, ou parce que je suis salariée et que je trouve pas mon ancrage, je trouve pas mon identité, ça répond pas à mes valeurs, finalement, je vais essayer de contourner mon avenant au télétravail. Et donc, jusqu'au moment où je me ferai rattraper par mon manager. Mais donc voilà, c'est pour ça que ce souci en fait de comprendre comment la spatialité en fait est une réelle ressource est un vrai sujet et qui me semble intéressant d'explorer plus. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects sur le fait que l'environnement de travail soit un outil managérial ? En fait, alors déjà, outil managérial, moi j'en suis convaincue. L'espace de travail est une vraie ressource pour que le manager puisse imaginer son projet d'équipe et puisse le co-construire avec son équipe. C'est vrai que l'espace, c'est le lieu qui va permettre de travailler la relation sociale. C'est le lieu qui va permettre de travailler la valeur de la présence sur site. Et travailler la valeur de la présence sur site, ça va être d'imaginer en fait les rituels communs et les moments qui peuvent être travaillés à distance, en lien avec le mode hybride, et les moments qu'il faut réserver pour le présentiel. Mais ça veut dire aussi que l'espace doit pouvoir répondre à des moments de coopération, et le manager va organiser ces moments de coopération. Et parfois, on a tendance à penser que passer du temps à juste team building ou juste coopérer ensemble, en fait, c'est du temps perdu. Mais en fait, c'est du temps gagné pour après. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, il suffit pas de mettre les personnes ensemble pour créer ce lien et cette coopération. En fait, il faut arriver à créer cette histoire commune au gré des différentes transformations, parce que les transformations, elles sont organisationnelles, elles sont managériales, elles sont spatiales, et donc à chaque
palier de ces transformations ou à chacune de ces transformations, il faut retrouver ces rituels individuels et il faut retrouver ces rituels communs. Et ça se décrète pas non plus. Il suffit pas de dire t'as droit à 3 jours de télétravail et donc t'as 2 jours tu viens sur site, et on voit bien que les 2 jours où tu viens sur site, si l'organisation du travail n'a pas été pensée et repensée collectivement avec l'équipe, tu fais tes tunnels de visio comme si tu étais à distance. Finalement, tu t'es fait tes horaires de transport. C'est quoi le sens de... Et en plus, tu manges tout seul parce que tout le monde est parti manger à midi et que toi, ce jour-là, tu avais une réunion jusqu'à 12h30. C'est un vrai sujet, tout comme retravailler aussi, par exemple, l'organisation d'une réunion et les objectifs d'une réunion. Enfin, tout ça, c'est à la main du manager, et c'est une vraie ressource, et l'espace peut vraiment l'aider. C'est aussi mieux connaître la fonctionnalité d'un espace et finalement en quoi l'espace va te permettre d'atteindre ton objectif. En quoi, en fait, l'espace, bien sûr, au-delà de créer des bonnes conditions de travail ou dégrader tes conditions de travail, en quoi l'espace, en fait, va permettre la productivité, par exemple, que tu recherches. Si on considère que le manager recherche une productivité. Ce qui n'est pas si simple pour les managers, c'est que, justement, au gré de ces transformations, il y a quand même beaucoup de charges sur leurs épaules. Et finalement, est-ce qu'ils ont suffisamment pris conscience de ce que l'espace pouvait leur apporter, et est-ce qu'on n'a pas encore trop tendance à concevoir des espaces pour des espaces? C'est là où il y a cette notion de compréhension de ce qu'est cet outil. Et cet outil, certes, c'est un enjeu de transformation pour les directions immobilières, mais c'est aussi un outil de la flexibilité. Et ça mériterait de travailler beaucoup plus la flexibilité pour que l'espace, par exemple, influe l'envie de venir sur site. Mais pour avoir envie de venir sur site, tu gagnes quoi en gros? Ça m'évoque, je ne sais plus quel entraîneur d'équipe de foot de haut niveau disait, il ne suffit pas d'avoir le même maillot pour faire une équipe. Et quand tu dis, voilà, il ne suffit pas de rassembler des gens, dire, tu fais partie de telle équipe pour qu'en fait, la mayonnaise prenne, il faut pas mal d'interactions, il faut pas mal de... C'est à ça que ça m'a... Parce qu'en fait, si tu ne travailles pas sur le lien que va créer le lieu, tu finis par créer des lieux, même s'ils sont beaux, même si tu as investi en termes de design, de couleurs, de matériaux, tu finis, comme dit Marc Auger, par créer des non-lieux. Les non-lieux, c'est des lieux de passage. Donc oui, tu viens sur site parce que ton contrat il dit que c'est les jours où tu dois venir sur site. T'as du mal à venir sur site quand on te dit t'as un séminaire le lundi et manque de chance c'était ton jour de télétravail, alors que le télétravail est un choix individuel dans beaucoup d'entreprises, mais qui doit s'inscrire beaucoup plus dans un collectif par rapport à avant la période pandémique, parce que justement ça a changé d'échelle. Donc à un moment donné, il serait insensé qu'il n'y ait plus aucun moment dans la semaine où toute l'équipe se retrouve. Mais si ton lieu devient seulement un lieu de passage, c'est un lieu de consommation. Et est-ce qu'on a envie que le lieu du travail, le lieu de l'entreprise qui est censé rassembler, qui est censé créer ce sentiment d'appartenance et d'engagement, soit un lieu de passage que tu vas consommer comme dans un catalogue? Ça questionne. Oui, c'est un peu comme un hall de gare, il y a beaucoup de monde, mais finalement, tu vois personne. Donc, Oui, ou quand tu es au milieu d'une foule, mais finalement, tu es seul au milieu de cette foule parce qu'il n'y a pas ce lien. Et pour moi, c'est pas une question d'être en physique ou à distance, parce qu'à distance, tu peux aussi créer du lien, mais tu créeras du lien à distance si finalement, tu as travaillé cette valeur du lien en présentiel. Donc, les moments en présentiel sont aussi importants. Une toute petite question qui me revient, ce que tu évoques, toi tu es dans un grand groupe, mais est-ce que c'est des réflexions que toute entreprise, quelle que soit sa taille, si elle le souhaite, peut entreprendre? Ma réponse spontanée serait oui, puisque en fait, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, doit pouvoir miser sur son capital humain. Et à la limite, même si tu es une start-up, tu as envie généralement de grossir et donc d'augmenter ton capital humain.
Et quelque part, ce que je viens d'évoquer, c'est juste le fonctionnement même de l'humain. Alors, à travers tout ça, il y a aussi le fait de, est-ce que tu as envie de fidéliser tes collaborateurs ? Donc, on en revient à l'expérience collaborateur. Est-ce que tu as envie que les collaborateurs parlent de ton entreprise et recommandent ton entreprise ? Est-ce que tu as envie d'ancrer des pratiques, une culture commune ? Et ça se fait aussi par la fidélisation. Donc, tous ces éléments-là, en fait, chacun va aller y puiser ce qui correspond à ses croyances, à sa culture, à son envie de progression. Et que tu sois petite, moyenne ou grande entreprise, finalement, le questionnement, il peut passer sur cette même base. Après, tu y prends les éléments qui te correspondent. Il faut jamais oublier que tout ça, c'est aussi une démarche d'amélioration continue et que le monde se fiche pas et qu'on voit bien qu'on est quand même suffisamment dans un monde incertain qui évolue beaucoup et sur lequel il y a un certain nombre de défis et d'enjeux pour lesquels on tâtonne encore et on va tâtonner un certain temps et que tout ça, il n'y a rien qui s'arrête à un instant T. Enfin, tout ça, ça évolue en permanence. Mais à partir du moment où ta base de réflexion, où tes fondations sont solides, où tu as cette capacité aussi de remise en question et d'agir en fonction de ces évolutions de la société et l'évolution du travail. Il y a quand même un rapport qui s'est inversé. Le fait aussi qu'il semble y avoir quand même une démarche enclenchée de carrière beaucoup moins linéaire, l'inversement de la pyramide des âges, donc le vieillissement de la population, tous les sujets de santé. On voit autour de nous de plus en plus de personnes qui ont des maladies importantes, qui parfois partent beaucoup trop jeunes. Ça veut dire que tous ces moments de vie, l'entreprise doit aussi l'accompagner et quelque part, l'espace, s'il est bien reconnu comme une ressource facilitante et énergisante, si c'est le lieu du rassemblement et le lieu qui sacralise quelque part le sentiment d'appartenance à l'entreprise, tout à chacun mériterait de s'intéresser au lieu qu'il propose. On repart du capital humain et ensuite on construit un peu tout autour, c'est ça que j'entends. On arrive à la fin du podcast. Moi, je suis toujours curieuse de rencontrer de nouvelles personnes. Qui aimerais-tu, toi, entendre de l'expérience que tu as vécue aujourd'hui? Qui aimerais-tu entendre dans un prochain épisode de Résonance? Alors, je pense à 2 personnes que j'aime beaucoup. Alors, j'en ai plein d'autres, tous ceux que je vais avoir oubliés. Tu pourras m'envoyer leur nom en asynchrone, t'inquiète pas. Alors, je pense à Camille Rabineau, qui est entrepreneuse et qui a créé une entreprise, c'est Comme on travaille. Et je pense que la démarche d'accompagnement du changement dans son angle de vision est une démarche intéressante. Et je pense aussi à Martin Sauer qui a créé Sleen et Martin il aime en fait rassembler. Donc en termes d'expérience collaborateur, l'expérience collaborateur c'est aussi l'expérience entre pairs, donc ce rassemblement de tout un écosystème qui finit petit à petit par mieux se connaître et se reconnaître en se voyant dans différents lieux, événements, associations et travailler ensemble, mettre en commun des réflexions communes. Je trouve que c'est intéressant. Et puis au-delà de ça, son entreprise et tout son engagement pour le futur du travail mérite d'être interviewé par tes soins. Avec grand plaisir. Merci en tout cas Frédérique d'être venue partager ce moment. Tu étais à nouveau toujours aussi passionnant, donc je me félicite de t'avoir invité. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain épisode de Résonance. À bientôt.